Elle pensait que la tourmente serait son unique épreuve cette nuit-là, jusqu'à ce qu'elle perçoive des pleurs étouffés au dehors. Ce qu'elle découvrit dans la neige allait bouleverser son existence. Merci infiniment de votre attention et de vos retours. Dites-moi à la fin si ce récit vous a touché, d'où vous me lisez et ce qui vous amène ici. L'hiver 1878, dans les hautes plaines du Wyoming, se montrait particulièrement impitoyable. Élise Garrick se tenait à la fenêtre de sa modeste cabane, observant le blizzard gagner en intensité, métamorphosant le paysage en une mer blanche infinie. À 34 ans, Élise avait essuyé bien des tempêtes depuis son arrivée dans l'Ouest, après la perte de son époux durant la guerre de sécession. Mais celle-ci me glace le sang bien plus que le froid, murmura-t-elle pour elle-même en resserrant son châle sur ses épaules. Nous aurions dû rentrer plus de bois hier. La cabane, isolée à l'orée du hameau de Val d'Argent, se dressait comme un témoignage de sa détermination. Elle avait bâti cette vie à partir de rien après la mort de Thomas. Apprenant à survivre seule, Élise raviva le feu et vérifia ses provisions. Avec assez de vivres pour tenir une semaine, elle se sentait prête, bien que l'inquiétude l'arrangeât. Le vent hurlait, faisant trembler les volets qu'elle avait solidement fixés le matin même. La neige s'amoncelait rapidement contre la porte, et elle savait qu'au matin, il lui faudrait sans doute creuser pour sortir. À la tombée de la nuit, la température chutait encore. Élise ajouta une autre bûche dans l'âtre, songeant à la longue veillée qui s'annonçait, lorsqu'un bruit perça le hurlement du vent. Elle se figea, se demandant si son esprit lui jouait des tours. Le bruit se répéta. Un cri faible, presque celui d'un enfant. Impossible, chuchota-t-elle, s'approchant tout de même de la vitre. Scrutant à travers le verre couvert de givre, elle ne vit rien d'autre que des tourbillons de neige et l'obscurité. Le cri retentit de nouveau, plus distinct cette fois. Le cœur d'Élise s'emballa. Quelqu'un était là, dehors, dans ce froid mortel. Sans hésiter, elle saisit son lourd manteau, enroula une écharpe autour de son visage et alluma une lanterne. « Seigneur, aidez celui qui est dehors », pria-t-elle en se préparant à ouvrir la porte. Le vent manqua de la renverser, la neige s'engouffrant immédiatement dans la cabane. Élise tint la lanterne haut, sa lumière perçant à peine le voile blanc. « Oh là !» appela-t-elle, sa voix étouffée par la tempête. « Y a-t-il quelqu'un ?» Elle fit un pas hésitant dehors, puis un autre. La neige lui arrivait déjà aux genoux, et le froid mordant piquait sa peau exposée. Alors qu'elle s'apprêtait à faire demi-tour, convaincue d'avoir imaginé ce son, la lueur de la lanterne éclaira un mouvement. Là, blotti contre un tronc abattu à moins de 20 mètres de sa porte, se trouvaient deux petites silhouettes. Élise avança péniblement, luttant contre les bourrasques. « Mon Dieu !» souffla-t-elle en s'approchant. Deux enfants, un garçon et une fille, s'agrippaient l'un à l'autre, partiellement ensevelis sous la neige. Leurs cheveux sombres et leurs vêtements les désignaient comme des enfants des tribus indigènes, probablement des Cheyennes au vu du territoire voisin. Le garçon, qui semblait avoir environ 8 ans, leva vers elle des yeux effrayés mais pleins de défi. Il s'était placé de manière protectrice devant la fillette, qui ne devait pas avoir plus de 5 ans. Tous deux étaient terriblement mal vêtus pour une telle tempête, ne portant que de légères tuniques en peau de daim. « Tout va bien », dit Élise doucement, bien qu'elle ait su qu'il ne comprenait probablement pas sa langue. Elle fit un geste vers sa cabane. « Venez au chaud. »
Le garçon hésita, manifestement méfiant, mais un violent frisson de sa sœur sembla prendre la décision pour lui. Il hocha la tête une fois, peinant à se lever tout en soutenant la petite. Élise n'hésita pas. Elle tendit la lanterne au garçon et souleva la fillette, qui semblait effroyablement froide dans ses bras. « Suivez-moi », ordonna-t-elle en pointant les fenêtres rougeoyantes de la cabane. « Vite, maintenant !» Le retour vers l'abri, bien que court, fut périlleux. Le garçon trébucha plusieurs fois, mais garda le rythme, sa détermination évidente à chaque pas laborieux. Lorsqu'ils franchirent enfin le seuil, Élise referma la porte d'un coup de pied, déposant délicatement la petite fille près du feu. « Nous devons vous réchauffer immédiatement », déclara-t-elle en s'activant efficacement dans la pièce. Elle saisit des couvertures, débarrassa les enfants de leurs vêtements extérieurs gelés et les enveloppa dans de la laine chaude. Les lèvres de la fillette étaient bleues, ses petites mains presque blanches de froid. Le garçon observait Élise avec lassitude tandis qu'elle travaillait, ne quittant jamais sa sœur des yeux. Lorsqu'Élise porta une tasse de bouillon chaud aux lèvres de l'enfant, il tendit soudainement le bras, arrêtant sa main. « C'est juste du bouillon », expliqua Élise en prenant elle-même une gorgée pour le prouver. « Regarde, ça va l'aider. » La compréhension s'alluma dans le regard du garçon et il relâcha son poignet, hochant la tête pour qu'elle continue. La petite but timidement au début, puis avec plus d'avidité à mesure que la chaleur se répandait dans son corps. « Mais que faisiez-vous là dehors, bon sang ?» demanda Élise, sachant pourtant qu'il ne pouvait répondre. « Où sont vos parents ?» Le garçon pointa vers l'est, puis imita le mouvement d'un cavalier. « Ton peuple est par là ?»« À cheval ?» tenta de comprendre Élise. Le garçon acquiesça, puis leva 5 doigts. « 5 jours ?» devina-t-elle. Le garçon secoua la tête, ferma le poing, puis l'ouvrit à nouveau, montrant ses 5 doigts. 5 personnes. Cette fois, il hocha la tête. Élise soupira, regardant la tempête faire rage au dehors. « Eh bien, personne n'ira nulle part ce soir. Vous êtes en sécurité ici jusqu'à ce que la tourmente passe. » Au fil de la nuit, les enfants se détendirent peu à peu. La fillette s'endormit enveloppée dans les couvertures devant l'âtre, tandis que le garçon luttait pour garder les yeux ouverts. Visiblement déterminé à monter la garde, il résistait. Élise prépara une paillasse simple près du foyer, l'endroit le plus chaud de la cabane. « Repose-toi », dit-elle au garçon en mimant le sommeil. « Je veillerai. » À contre-cœur, il s'allongea près de sa sœur, une main posée protectrice sur son épaule. En quelques minutes, l'épuisement eut raison de lui aussi. Élise observa les enfants endormis, s'interrogeant sur leur histoire. Comment avaient-ils été séparés de leur tribu? Qu'arriverait-il lorsque le ciel s'éclaircirait? Les Cheyennes étaient réputés pour la protection féroce qu'ils accordaient aux leurs, surtout à leur progéniture. Quelque part dans l'immensité blanche, quelqu'un devait désespérément chercher ces deux-là. Tandis que le blizzard hurlait à l'extérieur, Élise s'installa dans son fauteuil à bascule, son fusil sur les genoux, non pas pour se protéger des enfants, mais pour ceux qui pourraient venir les chercher une fois la tempête calmée. Que ce soit des soldats, des colons ayant des griefs contre les indigènes, ou des guerriers désespérés traquant leurs disparus, Élise savait qu'abriter ces jeunes âmes
pouvait avoir des conséquences. Mais en contemplant leur visage paisible dans le sommeil, elle savait qu'elle ferait le même choix encore et encore. « Nous aviserons demain », chuchota-t-elle, alors que le vent continuait de mugir durant la plus longue nuit de l'hiver. 3 jours passèrent avant que le blizzard ne s'épuise enfin, laissant derrière lui un monde transformé, fait de congères immaculées, plus hautes qu'un homme. Élise avait passé ce temps à s'occuper des enfants, qu'elle avait fini par surnommer Petit Loup pour le garçon et Colombe pour la fille, des noms qui semblaient coller à leur personnalité. Lui, observateur et rusé. Elle, menue et vive. La communication s'améliorait heure par heure. Élise leur apprit des mots simples en anglais. Eau, pain, dormir. Tandis qu'ils offraient des mots de leur langue en retour, elle comprit que leur véritable nom ressemblait à Koda pour le garçon et Ayana pour la fillette, bien qu'elle peinât avec la prononciation exacte. Au matin du 4e jour, Élise sut qu'il fallait prendre des décisions. Le hameau de Val d'Argent se trouvait à 5 milles à l'ouest. Elle pourrait y chercher de l'aide, mais les relations entre les colons et les tribus demeuraient tendues malgré les récents traités. Emmener des enfants indigènes en ville pourrait inviter de dangereux malentendus. « Nous devons trouver comment vous ramener chez vous », dit Élise au petit déjeuner, utilisant des gestes pour compléter ses paroles. Koda pointa de nouveau vers l'est, puis vers la neige dehors, l'air dubitatif. « Je sais », soupira Élise. « La neige est trop profonde pour marcher, et je n'ai pas de chevaux. » La petite Ayana s'anima soudainement, pointant avec excitation par la fenêtre. Élise suivit son regard, mais ne vit rien d'autre que l'infini paysage blanc. « Qu'y a-t-il, Colombe » demanda-t-elle. L'enfant courut à la vitre, pressant ses petites mains contre le verre. Élise la rejoignit, plissant les yeux pour voir ce qui avait attiré son attention. Puis elle le vit, une forme sombre se mouvant sur la neige, puis une autre et une autre encore. « Des cavaliers », murmura Élise, son cœur commençant à battre la chamade. Elle compta 5 silhouettes à cheval, avançant résolument vers sa cabane. Koda les avait rejoints à la fenêtre, les yeux écarquillés. Il poussa un cri de reconnaissance et parla rapidement à sa sœur dans leur langue. La fillette frappa dans ses mains avec délice. « Est-ce ton père ?» demanda Élise en désignant les cavaliers qui approchaient. Le garçon hocha vigoureusement la tête, un sourire illuminant son visage pour la première fois depuis qu'elle les avait trouvés. Élise ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Bien qu'heureuse que les enfants retrouvent les leurs, elle savait que les guerriers en approche pouvaient la voir comme une ennemie. Les histoires de raids étaient courantes, tout comme les récits de représailles brutales infligées par les colons et les soldats. « Très bien alors, » dit-elle avec un entrain forcé. « Préparez-vous à les rencontrer, » dit-elle. Elle aida les enfants à enfiler leurs vêtements désormais secs, veillant à ce qu'ils soient chaudement enveloppés dans des couvertures supplémentaires qu'elle pouvait se permettre de céder. Alors que les cavaliers approchaient, Élise prit une profonde inspiration et ouvrit la porte de sa cabane. Les guerriers Cheyennes arrêtèrent leur monture à environ 50 mètres de son seuil, formant une ligne silencieuse. 4 d'entre eux restèrent en selle, tandis que l'un d'eux, manifestement le chef, mit pied à terre et s'avança. C'était un homme grand et puissamment bâti, au visage buriné par le soleil et le vent. Contrairement aux autres qui portaient des vêtements traditionnels,
Cet homme arborait un curieux mélange de tenues indigènes et blanches. Des peaux de daim associées à un manteau de cavalerie qui avait connu des jours meilleurs. Élise ressentit un moment de terreur alors qu'il approchait, son expression illisible, la main posée nonchalamment sur le couteau à sa ceinture. Mais soudain, Coda se précipita devant elle, courant dans la neige vers l'homme, en l'appelant avec excitation. L'expression sévère du guerrier se transforma immédiatement lorsqu'il s'agenouilla pour étreindre le garçon. Ayana suivit son frère, pataugeant maladroitement dans la neige profonde, jusqu'à ce que l'homme la soulève dans ses bras à son tour. Ces retrouvailles émurent profondément Élise. Elle resta sur le pas de sa porte, leur laissant de l'espace tout en demeurant visible. Après plusieurs minutes, le guerrier reposa les enfants et leur parla sérieusement, faisant un geste vers Élise. Les deux petits parlèrent rapidement, pointant la cabane, puis le champ de neige environnant où elle les avait trouvés. Le guerrier leva les yeux vers Élise, l'étudiant un long moment. Puis, à sa grande surprise, il s'approcha seul, laissant les enfants dans la neige. À mesure qu'il arrivait à sa hauteur, Élise redressa l'échine et soutint son regard directement. « Ils étaient perdus dans la tempête, » dit-elle, sachant qu'il ne comprendrait peut-être pas ses mots, mais espérant que son ton traduirait ses intentions. « Je les ai trouvés presque morts de froid. » L'homme s'arrêta à une distance respectueuse de son porche. « Mes enfants me disent que vous les avez sauvés, » dit-il dans un anglais parfait, bien que teinté d'accent. Élise ne put cacher sa surprise. « Vous parlez ma langue ?» L'ombre d'un sourire traversa son visage. « Je parle plusieurs langues. C'est nécessaire. » « Vos enfants ont été très courageux, » offrit Élise. « Surtout le garçon. Il a protégé sa sœur. » Une lueur de fierté brilla dans les yeux du guerrier. Il apprend à devenir un homme. Il hésita, puis inclina légèrement la tête. « Je suis loup gris. Mon fils et ma fille se sont éloignés de notre campement avant la tempête. Nous cherchons depuis que la neige a cessé de tomber suffisamment pour chevaucher. »« Je suis Élise Garrick, » répondit-elle. « Je suis heureuse que vous les ayez trouvés. Ils étaient impatients de retourner vers vous. » Loup gris étudia sa cabane, puis les alentours. « Vous vivez ici seul ? » ?»« Oui, mon mari est mort à la guerre. » Il hocha la tête comme si cela expliquait quelque chose d'important. « Une femme seule dans cette contrée doit être forte. »« Nous faisons ce que nous devons faire, » répondit simplement Élise. « Oui, » convint-il. « Nous le faisons. » Il fit un geste vers ces guerriers qui attendaient. « Mon peuple n'a guère d'amour pour les Blancs. Beaucoup auraient laissé des enfants blancs à la tempête. » Élise soutint son regard fermement. « Et pas beaucoup de gens, juste moi. » Quelque chose ressemblant à du respect scintilla dans les yeux de Loup gris. Il plongea la main dans une sacoche à sa ceinture et en sortit un petit objet qu'il lui tendit. C'était un pendentif magnifiquement ouvragé, une pierre turquoise enserrée dans un fil d'argent complexe. « Pour la vie de mes enfants, » dit-il. « Une dette qui ne peut être totalement remboursée. » Élise hésita avant d'accepter le présent. « Il n'y a pas de dette. N'importe qui aurait fait la même chose. » L'expression de Loup gris devint grave. « Non, pas n'importe qui.
Il désigna le pendentif. Ceci vous marque comme ami de ma famille. Si jamais vous avez besoin d'aide, montrez ceci à n'importe quelle Cheyenne. Prononcez le nom de loup gris. Élise referma ses doigts sur le bijou, comprenant la signification du geste. Merci. Il hocha la tête une fois, puis se tourna pour appeler ses enfants. Ils accoururent, s'arrêtant pour regarder Élise avec des yeux brillants. « Dites merci à la gentille dame », leur ordonna loup gris. « Merci », dirent-ils en chœur. Leur prononciation était soignée et exercée. Élise leur sourit. « Je vous en prie, petit loup. Toi aussi, Colombe. » Coda sourit au surnom, tandis que sa sœur gloussait. « Je leur ai donné des vivres pour le voyage, » dit Élise à loup gris, « et ces couvertures les garderont au chaud. » Le chef Cheyenne l'étudia pensivement. « L'hiver est rude. Vous avez besoin de ces choses. »« J'en ai assez, » l'assura-t-elle, bien qu'en vérité, les couvertures supplémentaires lui manqueraient. Loup gris sembla lire la vérité dans ses yeux. « Je reviendrai, » dit-il brusquement. « Quand la neige fondra, je vous apporterai des provisions pour remplacer ce que vous avez donné. » Avant qu'Élise ne puisse protester, il reconduisit les enfants vers l'endroit où les autres guerriers attendaient. Avec une efficacité rodée, ils hissèrent les petits sur les chevaux. Loup gris monta sa propre monture, installant sa fille devant lui. Il leva une main en signe d'adieu à Élise, un geste qu'elle lui rendit. Puis, sans autre cérémonie, les Cheyennes firent tourner leurs chevaux et chevauchèrent vers l'est, devenant rapidement minuscules contre le vaste paysage blanc. Élise resta sur le seuil longtemps après qu'ils eurent disparu de sa vue, le pendentif turquoise chaud dans sa paume. La rencontre l'avait laissée avec un sentiment curieux, comme si quelque chose d'important avait basculé dans son monde. Elle avait agi par simple bonté humaine, n'attendant rien en retour, et avait pourtant noué une connexion qui transcendait les hostilités amères entre leurs peuples. Alors qu'elle fermait enfin sa porte contre le froid, Élise se demanda si elle reverrait un jour loup gris ou les enfants. La frontière était vaste, et les promesses étaient souvent balayées comme des traces dans la neige. Pourtant, elle fixa soigneusement le pendentif autour de son cou, le glissant sous son col où il reposait contre sa peau. Un rappel que même sur cette terre aride, l'humanité pouvait parfois jeter des ponts au-dessus des gouffres les plus profonds. Le printemps arriva tardivement dans les hautes plaines cette année-là. Élise avait presque oublié ses visiteurs hivernaux, alors qu'elle se concentrait sur sa survie durant les derniers mois rigoureux et préparait son petit potager pour les semis. Le pendentif que loup gris lui avait donné restait autour de son cou, plus par habitude que par attente. Avril apporta des vents plus doux et les premières pousses vertes perçant le sol. Élise était à genoux dans son jardin, encourageant de tendres plants de haricots dans la terre, lorsqu'elle entendit le bruit distant de sabots. Elle se redressa, abritant ses yeux contre le soleil, pour voir un petit groupe approcher de l'est. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle reconnut le cavalier de tête. Loup gris trônait sur sa monture, flanqué de 3 autres guerriers. Derrière eux venaient 2 chevaux de bât chargés de ballots. Il n'y avait aucun signe des enfants. Élise se leva rapidement, époussetant la terre de ses mains et de sa jupe. Elle ne s'était pas vraiment attendue à son retour. Et pourtant, il était là, honorant sa promesse. Elle marcha à la rencontre des cavaliers,
s'arrêtant à une distance respectueuse. Lougri leva la main en guise de salut alors qu'il approchait, puis mit pied à terre avec une grâce fluide. Les autres guerriers restèrent à cheval, leurs expressions vigilantes, mais non hostiles. « Vous êtes revenu ?» dit Élise, incapable de dissimuler la surprise dans sa voix. « Je l'avais dit » répondit simplement Lougri, comme si tenir ses promesses était la chose la plus naturelle au monde. Ses yeux se posèrent sur son jardin. « Vous cultivez la nourriture ?» Élise hocha la tête. « Ce n'est pas grand-chose, mais cela m'aide à passer l'hiver. » Il étudia sa petite ferme d'un œil évaluateur. Une femme ne devrait pas travailler la terre seule. Peut-être pas, reconnut Élise. Mais c'est pourtant ce que je fais. Cela arracha un léger sourire au guerrier. Oui, c'est ce que vous faites. Il fit un geste vers les chevaux de bas. J'ai apporté ce que j'avais promis. Nourriture, couverture, viande séchée qui se conservera jusqu'à l'hiver prochain. Élise fut momentanément submergée par la générosité de l'offrande. C'est bien plus que ce que j'ai donné. Les couvertures que j'ai partagées étaient vieilles et rapiécées. Les vies de mes enfants ne se mesurent pas en couvertures, vieilles ou neuves, répliqua Lougri. Il hésita, puis ajouta « Koda et Ayana demandent de vos nouvelles. Ils souhaitent venir, mais le voyage est long. » L'évocation des enfants réchauffa le cœur d'Élise. « Comment vont-ils » ? « Ils grandissent fort, » dit-il avec une fierté évidente. Et Ayana raconte à qui veut l'entendre l'histoire de la femme blanche qui les a sauvés des esprits des neiges. Élise rit doucement. « Et que dit Koda ?»« Moins de choses, » admit Lougri avec une pointe d'amusement. Mais il travaille ses mots d'anglais chaque jour. Il dit qu'il parlera aussi bien que son père, un jour. « Vous parlez remarquablement bien, » observa Élise. « Puis-je vous demander comment vous avez appris ?» Une ombre traversa le visage de Lougri. « J'ai passé 2 hivers à l'école des Blancs quand j'étais jeune, avant que je ne m'échappe pour retourner vers mon peuple. » Élise sentit la douleur derrière ces mots et n'insista pas. Au lieu de cela, elle fit un geste vers sa cabane. « Voulez-vous, vous et vos hommes, prendre un peu de café avant de poursuivre votre route ?» Lougri parut surpris par l'invitation. Il jeta un coup d'œil à ses compagnons, qui observaient l'échange avec intérêt. « Mes hommes attendront, » décida-t-il. « J'accepterai volontiers votre café. » Élise hocha la tête et ouvrit la marche vers sa demeure. Elle était vivement consciente de l'humilité de son foyer aux yeux du chef Cheyenne. Une pièce unique avec un mobilier simple qu'elle avait soit fabriqué elle-même, soit troqué avec des voisins. « Asseyez-vous, je vous prie », offrit-elle en désignant l'une des 2 chaises près de sa petite table, tandis qu'elle s'affairait avec la cafetière sur son poêle en fonte. Lougri s'installa sur la chaise, paraissant presque comiquement grand pour ce meuble modeste. Ses yeux parcoururent la cabane, assimilant chaque détail. « C'est vous qui avez bâti cet endroit ?» demanda-t-il. « Mon mari l'avait commencé », expliqua Élise en dosant le café moulu. « Je l'ai terminé après qu'il ne soit pas rentré de la guerre. » Cette guerre entre hommes blancs, commenta Lougri, elle a apporté des changements pour mon peuple aussi. Élise acquiesça, comprenant la litote dans ses propos. Le chaos de la guerre de sécession avait altéré l'équilibre des forces sur la frontière, intensifiant les conflits entre les colons et les tribus indigènes. « Votre mari combattait pour quel camp ?» demanda Lougri. « Le Nord », répondit Élise, bien qu'ici, cela n'avait pas grande importance. Les voisins se sont battus contre les voisins.
les frères contre les frères. Comme mon peuple maintenant, dit doucement Lougri. Certains choisissent d'aller dans les réserves, d'autres se battent. Les familles sont divisées. Élise apporta 2 tasses fumantes à la table, s'asseyant en face de lui. « Et quel chemin avez-vous choisi » Lougri entoura la tasse de ses mains, étudiant le liquide noir. « Je marche entre 2 mondes, dit-il finalement. Je me bats quand je le dois, je négocie quand je le peux. Pour mes enfants, je cherche un avenir. C'est tout ce qu'un parent désire, offrit Élise. Il leva les yeux, croisant son regard directement. Vous n'avez pas d'enfant. Élise secoua la tête, une vieille douleur refaisant surface. Le destin en a décidé autrement. Ils burent leur café dans un silence complice pendant quelques instants. Élise se surprit à étudier son visiteur de plus près. Malgré sa présence imposante, il y avait une intelligence et une prévenance dans son regard qui démentait le stéréotype barbare que beaucoup de colons entretenaient sur les Cheyennes. « Le hameau à l'ouest, » dit soudain Lougri. « Val d'Argent, vous traite-t-il bien ?» La question surprit Élise. « Assez bien. Je fais du troc là-bas parfois. Je reste surtout dans mon coin. Ils savent que vous vivez seule. » Élise opina, commençant à comprendre son inquiétude. « Je n'ai eu aucun problème, si c'est ce que vous demandez. » Lougri reposa sa tasse vide. Les temps deviennent plus difficiles. Le bison se fait rare. Les hommes affamés, blancs ou rouges, peuvent devenir dangereux. Je sais me débrouiller, l'assura Élise, bien que ces mots éveillassent une anxiété sourde qu'elle tenait habituellement à distance. L'isolement qui avait jadis été son refuge semblait parfois de plus en plus précaire. « Je crois que vous le pouvez, » dit-il, une pointe de respect dans la voix. Il plongea la main dans une poche à sa ceinture et en retira un petit objet, le posant sur la table entre eux. C'était un sifflet magnifiquement sculpté dans l'os, décoré de symboles complexes. « Si le danger vient, expliqua-t-il, utilisez ceci. Le son porte loin. Mon peuple chasse sur ces terres tout l'été. Ils entendront et viendront. » Élise fixa le sifflet, momentanément sans voix, devant cette offre inattendue de protection. « Pourquoi feriez-vous cela » finit-elle par demander. « Votre peuple a peu de raisons d'aider quelqu'un comme moi. » L'expression de Lougri devint sérieuse. « Quand le blizzard est venu, vous n'avez pas vu des enfants Cheyennes, vous avez vu des enfants. Je ne vois pas une femme blanche, je vois une femme de courage qui a sauvé ma famille. » Il poussa le sifflet vers elle. Certains liens traversent les divisions de nos peuples. Élise ramassa délicatement le sifflet, sentant sa surface lisse contre le bout de ses doigts. « Merci, » dit-elle simplement, sachant qu'aucun autre mot ne pourrait exprimer adéquatement sa gratitude. Lougri se leva de table, sa taille impressionnante l'obligeant à se baisser légèrement sous les poutres basses du plafond. « Je dois retourner auprès de mes hommes. » Élise l'accompagna jusqu'à la porte. Dehors, les guerriers étaient restés en selle, bien qu'ils eussent laissé leurs chevaux paître en attendant. 2 d'entre eux déchargeaient les provisions des chevaux de bas, créant des piles ordonnées à côté de la cabane d'Élise. « C'est trop, » protesta Élise. « C'est ce que je choisis de donner, » répondit Lougri avec finalité. « Ma dette demeure. » Il rejoignit ses hommes, montant à cheval avec une aisance exercée. Alors que le groupe se préparait à partir,
Lougri se tourna vers Élise. « Quand l'été atteindra son zénith, j'amènerai mes enfants en visite, dit-il. Ayana souhaite voir la femme de ses histoires. » Élise sourit largement à cette promesse inattendue. « J'aimerais beaucoup cela. » Avec un dernier signe de tête, Lougri mena ses guerriers vers l'est. Élise regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent de sa vue, le sifflet en os serré dans sa main et un étrange mélange d'émotions tourbillonnant en elle. La frontière avait toujours été un lieu de division tranchée. Colons contre indigènes, civilisation contre nature sauvage. Pourtant, elle se tenait là, une veuve seule dans la prairie, jetant d'une certaine manière un pont sur l'un de ces fossés apparemment infranchissables. Alors qu'elle se tournait pour examiner le don généreux laissé près de sa cabane, Élise ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Un sentiment de connexion, de faire partie de quelque chose au-delà de son existence solitaire. Que ce soit né de la gratitude ou de quelque chose de plus profond, Lougri avait étendu sa protection sur elle, créant un lien qui défiait les hostilités amères de leur monde. Élise accrocha soigneusement le sifflet en os près de sa porte, espérant ne jamais avoir besoin de l'utiliser, mais tirant néanmoins un réconfort de sa présence. Puis elle se mit au travail pour ranger les cadeaux inespérés. Ses pensées dérivèrent vers l'été et la visite promise des enfants qu'elle avait sauvés de la neige. L'été des plaines s'abattit sur la prairie, transformant le paysage en or sous un soleil implacable. Élise avait passé les longues journées à s'occuper de son jardin, à conserver de la nourriture pour l'hiver à venir et à surveiller l'horizon à l'est. Juin était passé, puis juillet, sans aucun signe de Lougri ou de ses enfants. Elle se dit de ne pas être déçue. Les promesses sur la frontière étaient sujettes aux dures réalités de la survie. Et les Cheyennes avaient leur propre lutte. Août apporta à Val d'Argent des rumeurs de tensions accrues entre les colons et les indigènes. Élise fit son voyage mensuel en ville pour les fournitures qu'elle ne pouvait produire elle-même, écoutant attentivement les conversations au magasin général. « L'armée pousse fort contre les résistants, » lui dit Henri, l'épicier, en pesant le sucre. « La plupart des bandes sont allées dans les réserves maintenant, à ce qu'on dit. » Élise garda une expression neutre, bien que son cœur se serrât à cette nouvelle. « Toutes ? » ?»« Presque, » répondit Henri. « Quelques chefs têtus continuent les raids, mais le bruit court qu'ils ne pourront pas tenir beaucoup plus longtemps. Le bison a disparu, et ils ne peuvent plus nourrir leur peuple. » Il enveloppa son sucre dans du papier. « C'est pour le mieux, Madame Garrick. Ils apprendront les manières civilisées dans la réserve. » Élise ne dit rien, payant ses marchandises et déclinant l'offre d'Henri de l'escorter chez elle. Alors qu'elle guidait son petit chariot vers sa cabane, elle s'interrogeait sur le sort de Lougri et de sa tribu. S'était-il rendu à l'inévitable ? Les enfants étaient-ils désormais confinés dans l'enceinte morne d'une réserve ? Cette pensée la troublait profondément. 3 jours plus tard, alors que la chaleur de l'après-midi commençait à décliner, Élise leva les yeux de sa lessive pour apercevoir de la poussière à l'horizon est. Elle s'abrita le regard, le cœur s'accélérant en distinguant des cavaliers en approche, moins nombreux qu'avant, avançant à une allure régulière. En se rapprochant, elle reconnut Lougri à la tête du petit groupe. Derrière lui chevauchait Koda, assis, grand et fier sur son propre poney. Et derrière le garçon venait un autre cavalier portant Ayana. Un seul autre guerrier les accompagnait, formant un groupe de seulement 4 cavaliers, bien moins qu'autrefois.
Élise laissa sa lessive et s'avança à leur rencontre, incapable de retenir son sourire lorsque les enfants l'aperçurent et agitèrent la main avec enthousiasme. Lougri fit halte à une distance respectueuse de la cabane. Cette fois, tous mirent pied à terre, y compris les enfants qui coururent vers Élise tandis que les adultes suivaient plus posément. « Mademoiselle Élise !» cria Ayana dans un anglais appliqué, se jetant sur la femme avec une joie sans retenue. Élise s'agenouilla pour étreindre la fillette, s'émerveillant de voir à quel point elle avait grandi dans les mois qui avaient suivi leur première rencontre. « Bonjour, Colombe », dit-elle, utilisant le surnom qui fit glousser l'enfant de plaisir. Koda s'approcha plus prudemment, mais avec un sourire timide. « Bonjour », dit-il fièrement dans sa langue. « Nous venons visiter. » En effet, répondit chaleureusement Élise en se relevant pour saluer Lougri et l'autre guerrier. Soyez les bienvenus. Je n'étais pas sûre que vous viendriez. Je l'avais dit, lui rappela Lougri, bien que son expression fût plus grave que dans son souvenir. Mais notre visite doit être brève. Élise hocha la tête en signe de compréhension, faisant un geste vers sa demeure. Entrez à l'abri du soleil, je vous en prie. J'ai de l'eau fraîche et de quoi partager un repas. Les enfants n'eurent pas besoin de se le faire dire 2 fois. Se précipitant vers la cabane avec un babil excité, les guerriers suivirent plus lentement, le compagnon silencieux, scrutant les alentours d'un regard vigilant. À l'intérieur, Élise servit un repas simple, composé de pain de maïs, de fruits secs et des dernières conserves du printemps. Les enfants mangèrent de bon appétit, tandis que Lougri et son compagnon prirent de plus petites portions, semblant davantage concentrés sur la conversation que sur la nourriture. « Vous avez entendu parler des changements qui arrivent pour mon peuple ?» demanda Lougri, après que les enfants furent sortis explorer le jardin d'Élise, sous l'œil attentif de l'autre guerrier. Élise opina solennellement. « On en parle en ville. Je ne savais pas quelle part était vraie. Beaucoup de choses sont vraies, reconnut-il sombrement. Le peuple est forcé de rejoindre la réserve. Beaucoup sont déjà partis. Et les autres ? Il laissa sa phrase en suspens, regardant vers les enfants dehors. Et vous ? Demanda doucement Élise. L'expression de Lougri se durcit. J'ai résisté. Ma bande est l'une des rares encore libres, mais chaque lune réduit nos options. Le bison a presque disparu. L'armée se rapproche. Élise ressentit une profonde tristesse à ces mots. Que ferez-vous ? Ce que je dois faire pour mes enfants, répondit-il simplement. Bientôt, peut-être, nous irons nous aussi à la réserve, mais pas encore. Pas tant que nous pourrons vivre comme le peuple a toujours vécu. Le poids de l'histoire pesait lourdement dans la petite cabane. La fin inévitable d'un mode de vie qui avait existé pendant des siècles avant que des bottes étrangères ne foulent ce sol. Les enfants en bonne mine, offrit Élise, essayant d'alléger l'atmosphère. Koda est devenu si grand. Une lueur de fierté traversa le visage de Lougri. Il est fort, son emblai s'améliore chaque jour, et Ayana est rayonnante comme le soleil, ajouta Élise avec un sourire. Elle parle souvent de vous, dit Lougri. L'histoire de la tempête de neige est devenue son conte préféré. Elle vous appelle la femme esprit qui marche à travers les blizzards. Élise rit doucement. À peine en esprit, juste chanceuse de les avoir entendus cette nuit-là. Pas de la chance, affirma Lougri. Le grand esprit vous a guidé. Ils restèrent assis dans un silence complice un instant.
les rires des enfants leur parvenant de l'extérieur. Élise se surprit à étudier le visage de Loup Gris, notant de nouvelles rides d'inquiétude qui n'étaient pas là auparavant. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» demanda-t-elle soudain. Loup Gris la regarda avec surprise. « Vous avez déjà beaucoup fait ?»« Pas assez, » répondit Élise. « Vos enfants méritent un avenir où ils peuvent être libres et heureux. » Cet avenir s'assombrit, admit-il. Les anciennes voies s'achèvent. Mon fils et ma fille vivront dans un monde différent de celui que j'ai connu. Peut-être, reconnut Élise, mais ils ont un père qui les aime assez pour affronter ce monde, quoi qu'il apporte. L'expression de Loup Gris s'adoucit légèrement. Vous comprenez mieux que la plupart des vôtres. Avant qu'Élise ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à la volée et Ayana entra en courant, serrant des fleurs sauvages qu'elle avait cueillies autour du jardin. Elle les tendit fièrement vers Élise. « Pour toi, » annonça-t-elle. « Jolie comme toi. » Élise accepta le bouquet légèrement écrasé avec un plaisir authentique. « Merci, Colombe. Elles sont magnifiques. » Coda suivit sa sœur, paraissant un peu embarrassé par son exubérance, mais satisfait de la réaction d'Élise. « Nous devons partir bientôt, » dit-il dans un anglais soigné. « Longue chevauchée avant la nuit. » Loup Gris opina, se levant de table. « Mon fils a raison, nous ne pouvons nous attarder. » Élise sentit la déception l'envahir, bien qu'elle comprit la nécessité. « Vous reverrai-je » demandait-elle immédiatement, regrettant la vulnérabilité dans sa voix. Les yeux de Loup Gris rencontrèrent les siens, et quelque chose de tacite passa entre eux, une reconnaissance du lien improbable qui s'était formé par-delà le fossé de leur monde. « L'avenir nous est caché, » dit-il finalement. « Mais je crois que nos chemins se croiseront à nouveau, Élise Garrick. » Élise hocha la tête, acceptant cette réponse comme la plus honnête qu'il put donner. Elle rassembla un baluchon de nourriture pour leur voyage, du pain, de la viande séchée et des fruits, qu'elle pressa dans les mains de Loup Gris malgré sa réticence initiale. « Pour les enfants, » insista-t-elle. « S'il vous plaît. » Il accepta avec une dignité tranquille. « Vous avez le cœur généreux. » Dehors, alors qu'il s'apprêtait à monter à cheval, Ayana s'accrocha aux jupes d'Élise, soudain réticente à partir. « Viens avec nous, » supplia-t-elle dans son anglais limité. Élise s'agenouilla près de l'enfant, le cœur serré. « Oh, Colombe, je ne peux pas. C'est ma maison, tout comme le camp de ton père et la tienne. »« Toi toute seule, » insista la fillette. « Triste ? » ?»« Pas triste, » corrigea doucement Élise. « Juste des chemins différents. Mais vous connaître, toi et ton frère, m'a apporté une grande joie. » Coda s'approcha, posant une main sur l'épaule de sa sœur. « Nous nous souviendrons, » promit-il solennellement. Élise se releva, ravalant des larmes inattendues, alors que Loup Gris hissait les enfants sur leurs chevaux. L'autre guerrier était déjà en selle, scrutant l'horizon avec des yeux vigilants. Le sifflet, lui rappela Loup Gris en pointant la sculpture en os qui pendait désormais près de sa porte. « Si le malheur arrive, je m'en souviendrai, » l'assura Élise. « Mais je prie pour ne jamais en avoir besoin. » Loup Gris monta son cheval avec sa grâce caractéristique, puis baissa les yeux vers Élise une dernière fois. « Vous êtes Pia Mapizzi maintenant, la bonne femme pour mon peuple, l'amie qui marche dans la neige pour sauver des enfants. » Élise sentit le poids de ce nom, le comprenant comme le cadeau qu'il était censé être. « Merci, »
dit-elle simplement. Bon voyage. D'un dernier signe de tête, Loup-gris tourna son cheval vers l'est. Les enfants firent de grands signes de la main, alors que le petit groupe s'éloignait, leur silhouette diminuant progressivement dans l'immensité de la prairie. Élise regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent de sa vue, le pendentif chaud contre sa peau et le sifflet en os, présence rassurante près de sa porte. Quel que fût l'avenir réservé à Loup-gris et à ses enfants, que ce soit la vie en réserve ou la résistance continue, elle faisait désormais partie de leur histoire, tout comme il faisait partie de la sienne. Alors que le soleil entamait sa descente vers l'horizon, Élise retourna dans sa cabane, ne se sentant plus tout à fait aussi seule sur la frontière, malgré la vaste distance qui demeurait entre leurs mondes. Et pourtant, ils avaient trouvé un terrain d'entente dans la simple monnaie de la bonté humaine et du respect mutuel. Elle plaça les fleurs sauvages d'Ayana dans un pot d'eau sur sa table, un rappel coloré que même dans cette terre rude de division et de conflits, des liens inattendus pouvaient fleurir. Aussi fragiles et précieux que des fleurs perçant la neige après le plus long des hivers.